You know, we could really use some privacy. Thanks. Why should? Yes! Oh, the answer is yes! Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ciné, Série et compagnie pour tout savoir sur le meilleur du petit et du grand écran tous les week-ends sur Max. Alors, au menu de nos séries et films indispensables, plein feu sur Better With You, une sitcom sur la vie de couple. Tout un programme. Nous accueillerons également un jeune réalisateur qui signe son premier film et qui a pour nom Daniel Auteuil, la classe. Mais on va commencer avec un classique, l'inoxydable Jean-Pierre Mocky. Il vient de racheter un cinéma et sort 3 nouveaux films. Pour nous en parler, il sera escorté des indispensables Ariel Dombal et Bruno Puzzulu, juste après d'autres petits plaisirs. Aujourd'hui, on se régale avec Better With You, une sitcom acidulée sur les couples. Monsieur Max, en délicieuse compagnie sur le tournage de Tu danses, la caméra embarquée de la piquante Maria de Medeiros, des nouvelles du docteur le plus amer du petit écran et des invités 3 étoiles. C'est tout de suite dans Ciné, Série et compagnie. C'est un réalisateur culte, une grande gueule, un rentre-dedans, un provocateur. Y a-t-il un Français dans la salle, un drôle de paroissien, agent trouble? Ces films sont autant de satires mythiques. Alors certes, les temps sont durs, mais Mocky le résistant continue à tourner. La preuve, il nous offre 3 nouvelles œuvres totalement Mocky-esques qu'il nous présente dans son cinéma Le Desperado. Veuillez lui faire, mesdames et messieurs, un triomphe. C'est la marque des conquérants. Bonjour. Bonjour. Je m'en mets là. Messieurs, dames, voilà. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je me sens de plus en plus jeune, surtout en vous regardant. Merci. Voilà, alors j'ai ouvert ce cinéma. Et je ne suis pas le premier, parce que vous savez, peut-être peu de gens savent que le prix Louis Deluc, qui était Louis Deluc? Parce qu'on donne le prix, mais on ne sait pas qui c'est. En fait, c'était un metteur en scène qui n'avait pas la possibilité de présenter ses films dans des grandes salles, et il a acheté les Ursulines. C'est le premier metteur en scène qui avait acheté une salle. D'accord, c'était le premier Desperado, puisque voilà, le cinéma le premier. s'appelle Après, le il y a eu Desperado. François Truffaut qui a acheté également une salle au Quartier Latin, toujours. Et moi, maintenant, c'est moi. Et vos 3 nouveaux films, alors qu'ils sont 3 genres différents. Tout à fait différents. Mais je me demande, en 63 films, parce que je crois que c'est là où vous en êtes, que n'avez-vous tenté, Jean-Pierre Mocky? Quel genre n'avez-vous pas encore essayé? J'ai tout fait. J'ai fait du fantastique, des comédies avec Bourvil, Fernandel, Michel Simon, Michel Serrault, avec des grands artistes. Et puis, voilà. Et puis, j'ai fait des films politiques, Solo, l'Albatros, Le Piège à con, etc. Et maintenant, les Insomniaques. Il y a un genre que vous ne tenterez jamais? Je ne sais pas, la comédie musicale? La comédie musicale, j'ai des projets avec des chanteurs, comme Renaud, par exemple, que je voudrais utiliser dans une comédie musicale. C'est un grand ami, un type que j'adore. Et puis d'autres, il y a Jacques Dutronc qui voudrait reprendre aussi un petit peu dans la musique. En attendant, on va accueillir 2 comédiens peu communs qui ont tourné dans 2 de ces nouveaux films, Les Insomniaques et Crédit pour tous. Une actrice et un acteur indépendants d'esprit et qui ont un certain goût pour l'originalité. Elle a promené sa folie douce et son corps de sylphide dans les univers de Romer, Raoul Ruiz, Lelouch ou Diane Curis. Elle a le sens de la dérision et aime sortir des sentiers battus. Lui aussi a un vrai goût pour les univers contrastés. Il s'est imposé dans L'Appât, Père et Fils ou encore Monsieur N. Voici Ariel Dombal et Bruno Puzzulu. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il faut chez un acteur et une actrice pour qu'il vous plaise et pour qu'il aille dans votre univers? Il faut eux, là, ils sont très bien. Elle est formidable, je l'ai eue plusieurs fois dans des films, et elle a toujours été bien, qu'elle soit blonde, rousse ou brune, elle est toujours bien. Et ce qu'il y a de bien chez elle, c'est qu'elle est professionnelle, c'est-à-dire elle ne fait pas perdre de temps, déjà, elle connaît son texte,
Et elle le dit intelligemment dès le départ. Mais on dirait que c'est une rareté, la façon dont on dirait que c'est exceptionnel. Alors que oui, c'est très exceptionnel parce qu'elle comprend le texte. Hein, et voilà, déjà, c'est déjà pas mal parce qu'il y a pas mal de femmes qui ne comprennent rien, donc il faut leur apprendre. Non, mais lisez son livre, vous verrez ce qu'il dit sur les actrices. Parfois, c'est terrifiant. Non, il y a des femmes qui ne comprennent pas ce qu'on veut. Moi, j'ai tourné avec des actrices qui n'ont pas compris le scénario. C'est-à-dire, ils ont fini le film, mais elles ne savaient pas ce qu'elles avaient fait. Mais les hommes comprennent tout, par contre. Ah non, pas forcément. Il y a aussi des imbéciles. Et alors, par exemple, Bruno, qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que c'est un acteur spécial que j'aime beaucoup. C'est un Don Juan. Il n'a pas l'air, mais bon. Mais c'est un Don Juan. Il adore les femmes. Et déjà, quand on aime les femmes, c'est déjà quelque chose. Parce qu'un cinéaste, un acteur doit aimer les femmes, les actrices. Vous faites donc concurrence, quoi. Oui, parce qu'il y a des acteurs qui n'aiment pas les femmes et qui tournent avec lui. Il aime les femmes. Et bon, c'était. Et deuxièmement, il a une carrière qui me plaît, puisque ça fait la deuxième fois qu'on tourne ensemble. Il avait fait un film avec moi pour Hitchcock. Enfin, oui, voilà, il y avait, vous n'êtes pas des nouveaux films, il y avait eu Mr. Moki présent. Voilà, elle en a fait 2 avec moi. Après, elle a fait ce film. Et bientôt, elle va jouer dans mon nouveau film. Et lui aussi, parce que je reprends en principe tous les mêmes acteurs. Quand je m'entends avec eux, il y a très peu d'acteurs que je ne reprends pas. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous attire chez lui? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas ailleurs? Moi, j'aime les vrais réalisateurs, les vrais auteurs, les gens qui ont un univers, une cohérence, qui font une œuvre. C'est tellement important. Et il y en a si peu, c'est si rare. Les gens sont tous très conformistes et entrent dans des petits chenaux étroits. Et Jean-Pierre est un immense réalisateur d'une invention, d'une force, d'une cohérence incroyable. Et j'aime aussi cette logique qui lui est totalement particulière parce qu'il est un électron libre, il n'attend pas des films de commande où les uns et les autres, il est un artiste libre. C'est tellement rare, donc je trouve qu'on apprend tellement de choses sur ces films, on s'amuse beaucoup, et c'est toujours des univers très particuliers, mais très passionnants. Donc voilà. Cinéma et télévision, parce que je vous invite à redécouvrir Mr. Moki qui est sorti en DVD depuis. On parlait justement de petit écran. Voyons ce qu'il y a de savoureux à voir chez nos amis américains. L'incorruptible Patty Hughes revient dans une 4e saison de Damages cet été aux États-Unis avec un adversaire de gros calibre, John Goodman, vu dernièrement dans Treme. Ce dernier interprétera un chef d'industrie militaire impliqué dans un incident survenu dans un territoire en guerre. Patty va mettre tout son talent en œuvre pour l'inculper. Au casting de cette nouvelle saison, nous allons découvrir le mentor de Patty, interprété par Judd Hirsch, déjà vu dans Numbers et qui sera confronté à de sérieux problèmes d'alcool. Les avocats vieillissent mal en général. Les aficionados de Mad Men vont devoir attendre encore de longs mois avant de déguster la 5e saison de la série sur la chaîne AMC. Remember, Dante, when God closes a door, he opens a dress. Pour le moment, c'est surtout la porte des négociations qui est toujours fermée. Matthew Weiner, le showrunner de la série, campe sur ses positions. Il veut plus de moyens financiers pour cette nouvelle saison. Mais la chaîne ne le voit pas forcément du même œil. Les discussions s'éternisent, repoussant ainsi toute la production des nouveaux épisodes. Mais il n'y a pas de raison d'être triste. This is why I don't allow crying in the break room. It erodes morale. There's a place to do that like your apartment. Pour éviter une vague d'emails de fans en colère, AMC a annoncé que la saison 5 démarrerait en mars 2012. On est tous d'accord pour dire que House a révolutionné le médical drama depuis maintenant 7 ans. Il est donc très dur pour de nouvelles séries de revendiquer un lien de parenté avec le docteur de Princeton sans être laminé par la comparaison. C'est pourtant le tour de force qu'a réussi la série anglaise Monroe. See that? Steady as a rock. Unfortunately, this is my compound. I'm good at this, you know. Comme son modèle, Monroe traite de cas a priori insolubles sans son intervention. Sa Lisa Cuddy est la cardiologue de l'hôpital et son Wilson est l'anesthésiste. À la différence de House, Monroe est un père et légèrement plus sociable. James Nesbitt arrive à imposer son personnage très rapidement et on s'accroche très vite au fonctionnement de l'hôpital. Il y a parfois des copies qui tirent leur épingle du jeu et Monroe en fait partie. Bruno, bon alors,
Vous n'avez pas croisé Glenn Close dans Damages, mais vous avez... C'est marrant parce que c'est pas la première fois que vous me faites le coup, Jean-Pierre, du téléphone qui sonne. Excusez-moi. Bruno, vous aviez joué dans financier. Vénus et Apollon, donc Ouais. vous avez goûté à la série. Oui, une fois comme ça. Hein. C'était juste un passage, un épisode. Alors, j'avais envie aussi justement de vous demander, vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a un goût de dire revenez-y avec Jean-Pierre? Vous savez, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'artisanal. C'est quelqu'un qui refuse les ingrédients qu'on voudrait lui donner. Aujourd'hui, en gros, on dit aux gens, vous êtes libres. C'est comme si on disait à un peintre, t'es libre, mais on choisit tes couleurs et puis on te tient le poignet pour que tu peignes. Et ben, Jean-Pierre, il veut surtout pas ça. Il choisit encore ses comédiens, il choisit encore ses sujets. Et c'est une belle liberté, mais une liberté à quel prix? À quel prix? Donc, voilà. Alors, si vous me le permettez, honneur aux femmes. Ariel, vous incarnez une femme enfant, alors à la fois futile et révoltée, dans Crédit pour tous, aux côtés de Dominique Pinon. Et vous, Bruno, vous êtes un des insomniaques auprès de Jean-Pierre Mocky. Il y a un troisième film qui s'appelle Le dossier Toroto, avec une affiche qui vaut son pesant de cacahuètes. Alors, Ariel Dombal, dans tous ses états, dans Crédit pour tous, regardez. Je vous présente notre futur bienfaiteur. Monsieur Pistil. Crédit Pistil apporte la solution personnalisée pour vos petits et pour vos gros soucis. J'ai trouvé le système. Il n'y aura plus d'huissier pour les crédits. On doit essayer. La plupart des gens sont honnêtes, non? Il y a plein de gens qui ne peuvent pas payer tout de suite. Donc, il faut leur laisser le temps. Voilà. Il faut essayer. Essayons. Quand? Tout de suite. Mais où? Avec qui? Eh ben, on n'a qu'à lancer l'idée dans un premier magasin, on met l'enseigne Crédit pour tous, et puis on attend de voir comment les gens réagissent. Alors, c'est un film dénonciateur, Crédit pour tous, sur les marchands de crédit et qui profite des gens surendettés. Les insomniaques, on évoque une espèce de bande de Robin des Bois qui s'en prennent aux puissants et aux corrompus. Cette révolte, elle est intacte ou oui, comment elle est on restée l'entretient? intacte et elle continue. Je lutte pour les SDF, je lutte pour beaucoup de choses. Et c'est très dur, ces sujets-là. Il faut les traiter parce que personne ne les traite. Alors, Crédit pour tous, ça a été inspiré par quelque chose de très grave. Il y avait une dame qui avait pris plein de crédits, 34 crédits. Et puis un jour, on l'a saisie et elle s'est foutue par la fenêtre. Donc, c'était pas gai au départ, mais j'ai tout de même voulu en faire une comédie parce que tous ces gens qui rassemblent les crédits, qui disent, voilà, on va prendre vos 34 crédits, on va en faire qu'un seul, et vous pourrez payer, vous aurez du temps, ben, au bout de 15 ans, ils doivent toujours la même somme, ils ont payé plein d'intérêts. Donc c'est dégueulasse, donc j'ai essayé de défendre. Et en fait, ce film aurait dû sortir dans 1000 salles, comme mon ami Danny Boone, mais en fait, c'est assez proche d'un film très populaire. Et je sors dans une seule salle, c'est quand même extraordinaire. Il y a plein de surprises dans la vie du cinéma. Et en même temps, c'est à l'intérieur de la logique de liberté sa façon de faire du cinéma. De Jean-Pierre. Mais Crédit pour tous, c'est comme une fable édifiante, extrêmement drôle, sur aussi le désir de consommation des gens et comment nous tous, nous sommes emportés dans notre envie d'avoir des choses, toujours plus de choses. Et pourquoi est-ce que des petits malins, ça c'est l'univers de Jean-Pierre, savent détourner ce désir des gens et se remplir les poches avec des malheureux qui, eux, sont toujours s'endettent perpétuellement. La plupart des gens s'endettent, c'est comme ça, nos sociétés modernes. Alors, à l'inverse, tourner un film de Jean-Pierre Mocky, c'est le système D. Par exemple, dans Crédit pour tous, moi je me suis dit, tiens, est-ce que c'est des tenues que vous avez amenées, Ariel? Et puis il y a des décors dans un film comme dans l'autre assez indescriptifs. Enfin, je dois reconnaître que dans Les Insomniaques, il y a des balades dans Paris qui sont assez magnifiques. Voilà, comment on s'arrange de ça en tant que comédien, Bruno? Moi, c'est ça, c'est très artisanal. De temps en temps, il y a un costume. De temps en temps, on vient avec nos affaires. Mais ce qui est incroyable avec Jean-Pierre, c'est que là, le film n'avait pas d'argent. Alors Jean-Pierre a tout tourné dans les entrepôts d'Emmaüs. Alors on était tous habillés en vêtements d'Emmaüs. Donc on avait un choix, j'ai jamais eu autant de costumes de ma vie. Et alors, voilà, on allait pêcher là-dedans. Et puis, les meubles. À Emmaüs, on donne les meubles qu'on ne veut plus. Donc tous les décors ont été faits avec les meubles d'Emmaüs. Et puis,
comme il lui fallait des figurants aussi, comme il y avait plein de repris de justice qui travaillent à Emmaüs, alors c'était les repris de justice qui jouaient les acteurs. C'était bien comme réinsertion, c'était génial. Et finalement, vous auriez pu choisir de faire un seul film. Avec le budget des 3, ça aurait fait plus de moyens, mais finalement, vous aviez suffisamment d'idées pour avoir envie de traiter de plein de choses. Voilà, parce que les insomniaques, moi, quelquefois, je dormais pas. Parce que je me disais, mais est-ce que je vais arriver à faire ce film? Alors, vous savez, vers 2 h du matin, beaucoup de gens se réveillent et se disent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie est en train de s'écouler. Alors, moi, je sortais de chez moi, je marchais sur le boulevard, je rencontrais un autre insomniaque. Et on discutait, on dit qu'est-ce qu'on peut faire la nuit puisqu'on ne dort pas. Oui. Et c'est à partir de là que l'histoire commence. Il y a un groupe qui se forme avec lui, etc. Lui, il est malheureux parce qu'il travaille dans un bureau, ça le fait chier, etc. Et finalement, il décide d'aider et de faire des choses que le gouvernement ne fait pas. Alors au début, ça commence bien, ils aident des handicapés, ils font des choses comme ça. Et puis brusquement, ça devient plus grave. Oui, puis ça attaque à plus haut et jusqu'au sommet de l'État. Des méchants, ils tuent. Il déculotte des ministres, etc. Donc ça va, il coupe les couilles à un évêque et écoutez, ça va quand même assez loin à la fin. Je vous rassure, les images que vous allez voir sont malgré tout publiques, mais franchement, ça vaut le détour. C'est la nuit. En principe, la nuit, c'est fait pour dormir. Mais il y en a beaucoup qui ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils s'interrogent sur leur vie, leur destin. Ils voudraient que tout change. Hélas. Alors parfois, ils sortent et errent dans les rues. Indispensable. Mesdames, Messieurs, voici notre numéro 8. Comme c'est un insomniaque, il se joint à nous. Alors, cher monsieur, voilà comment nous fonctionnons. C'est très simple, en fait. Comme nous ne dormons pas la nuit, nous avons décidé de la mettre à profit. Mais que faire la nuit pour être utile à l'humanité? Ariel Bruno, il est seul au monde, Jean-Pierre, dans son style, ou il y a d'autres... Je suis un desperado. Il y en a peu, il y en a peu. Il y a des gens comme ça, très d'avant-garde, parce que c'est ce qu'est Jean-Pierre. Il y a des gens, voilà, comme Gondry ou des cinéastes qui sont très libres et très inventifs, mais c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a un formatage. Et puis, le problème des réalisateurs comme Jean-Pierre, quand j'ai tourné avec Godard, c'était pareil. Il me disait, mon nom devient un barrage pour mes films. C'est-à-dire que quand Godard ne va pas à Cannes, par exemple, c'est pour qu'on parle de son film et non pas qu'on parle de lui, pour qu'on l'invite et qu'on attende un bon mot ou qu'il pousse un coup de gueule. Non, parce que peu à peu, on invite aussi Jean-Pierre Mocky pour lui et non pour parler de ses films. Et ça, c'est terrible. Ben, j'espère en tout cas qu'on vous a donné envie d'aller au cinéma, le Desperado à Paris, voir le dossier Toronto, les Insomniaques, et puis Crédit pour tous. Merci aussi de nous donner envie d'aller au cinéma. Merci à vous. Et donnez-lui un peu d'argent pour tourner ses prochains films. Alors, je ferai passer le message avec très grand plaisir. Alors, nous allons maintenant partir à la rencontre d'une actrice qui nous avait littéralement chanté dans Pulp Fiction, c'est Maria de Medeiros. Oh, je l'aime beaucoup. Elle est à l'affiche dans quelques jours de Hitler à Hollywood. C'est un film en forme de faux documentaire où elle fait face à Micheline Prel, un film en forme d'enquête sur un complot hollywoodien visant à anéantir le cinéma européen au profit du cinéma américain d'après-guerre. C'est notre caméra embarquée. Vous m'entendez? Plutôt pas mal, merci. C'est formidable quand Paris est comme ça. C'est vraiment la plus belle ville du monde. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce vrai faux documentaire? J'aimais beaucoup le côté Tintin au pays du cinéma que proposait le film. Moi, j'ai toujours adoré Tintin. Et il y a un peu de ça dans les aventures de cette Maria de Medeiros du film. C'est une figure un peu tintinesque, quoi. Il travaillait sur un projet secret. Un documentaire?
Mais un truc un peu sulfureux. Comment il a disparu, Aramchak? C'est quand même pas parce qu'il défendait le cinéma européen qu'on l'a fait disparaître. On est en train de fabriquer un complot mondial, quoi. Quelle est votre vision du cinéma en tant qu'actrice et réalisatrice? Je crois que c'est faire rêver, mais c'est aussi faire penser. Je suis assez contre l'idée du cinéma comme pur entertainment, dans le sens de pure distraction. Le cinéma, au contraire, est quelque chose qui doit nous ouvrir les yeux, nous rendre attentifs. Au revoir, à bientôt. C'est rangé par ordre chronologique? Seulement l'hiver, en été jamais. Ah, Guy Maddin. Voilà, moi je vous ferai découvrir volontiers Guy Maddin. Eh bien, il n'y a pas celui dans lequel... Ah si, voilà, si, voilà. The Saddest Music in the World. Ah oui, vous êtes dedans, d'ailleurs. C'est vraiment un réalisateur à découvrir. De battre, mon cœur s'est arrêté, je trouve que c'est un très beau film aussi. Les réalisateurs français vous appellent peu, ou je me trompe? Non, c'est vrai. Alors, je vois ici Olivier Assayas, que j'adore aussi. Surtout le... Carlos, j'ai trouvé ça vraiment formidable. On se rappelle souvent de vous avec Pulp Fiction, alors que vous avez fait 1000 autres trucs. Ça vous peine? Non, parce que j'en suis très fière, mais c'est vrai que parfois, par exemple, là, Guy Maddin, je vous fais découvrir Guy Maddin, qui est aussi un immense auteur, et j'ai eu la chance de travailler comme ça avec des réalisateurs qui sont très grands à mon sens. Louis Aramchak. Il a disparu et le film avec lui. Mon père disait, il faut faire rêver, jamais rêver soi-même. Le rêve, c'est pour les autres. J'étais pas au courant pour les autres. On a un couple d'amoureux. Ah bah oui, ça c'est Paris aussi. Ah oui. Et voilà, j'ai pris la photo et s'est envolé. Merci, muito obrigada. Obrigada, ça a été un plaisir. Bonne journée. H. Hitler à Hollywood, sorti le 4 mai dans tous les bons cinémas. Bonsoir mes chers amis, Virginia. Bonsoir. Et Monsieur Max. Bonsoir Sophie. Oh, c'est quoi cette petite voix? J'avais envie d'essayer un petit truc. Bon, bah, très bien. Bon, alors je suis désolée, mais Virginia, c'est à toi aujourd'hui que j'ai envie de dire, c'est mieux avec toi. C'est better with you. Merci, mais comment je fais après ça, moi? T'as qu'à prendre ma voix. Non, bah, vous allez nous parler d'amour, de couple. Oui, et avant ça, donc Better With You, qui est une nouvelle série qui arrive sur Happy, c'est un sitcom. Donc, sitcom, du coup, moi, je me pose la question, j'ai envie de vous parler surtout de l'ancêtre des sitcoms. Le premier sitcom. Le premier sitcom qui a démarré tout ça, parce que comme dans tout genre, il y a toujours un début duquel on va puiser tout. Et là, c'est I Love Lucy aux États-Unis, en noir et blanc, qui date des années 50. Et si vous voulez, c'est la première série sitcom qui a été enregistrée devant un public live tourné en 35. On tournait en film? On tournait, bien sûr, on tournait en film. Bien sûr, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, c'est diffusé aux États-Unis. Pourquoi je vous en parle? Ça continue à passer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. 50 ans après, ça continue à diffuser. Et tout Américain qui se respecte connaît cette série. Voilà. Donc, I Love Lucy, dedans, on a tous les codes du sitcom. Évidemment, qui ont été évolués, qui ont été changés. Ils ont posé les bases, en fait. Voilà. Et c'est quoi les bases? Les bases, c'est du rocambolesque. C'est une comédie qui a du rythme. C'est des personnages qui sont bien installés, bien précis. C'est des relations humaines poussées à l'extrême. Donc, je vous donne en mille. I Love Lucy, ça parle de quoi? De la famille, du couple. Du couple. Et dans Better With You, ça parle de quoi? Ça parle du couple aussi. Donc cette nouvelle série, ils sont plongés dans ce qui est intarissable pour le sitcom. Ça veut dire la vie de couple dont tous on peut se reconnaître. Et voir et rigoler et s'amuser tout en étant assis dans son sofa avec un bon petit verre de café ou autre. Et voilà. La vie de couple, ses petits tracas et ses grandes satisfactions, c'est tout de suite. I need to get your email address. I find it's the best way to communicate. It is Captain Orgasmo? One word? He doesn't have an email. Et oui, la première rencontre avec ses futurs beaux-parents, c'est jamais facile. Mais c'est pourtant le point de départ de Better With You. Cette sitcom, lancée en septembre sur ABC, est depuis le 20 avril sur Happy.
La créatrice de ce show n'est autre que Shanna Goldberg-Meehan, coproductrice de Friends. I'm interested in sort of the real little moments between couples, between sisters. This is my sister Maddie, and this is Ben. It's two couples, one moving crazy fast, one moving crazy slow. Then we added also the idea of the parents who've been together for 35 years and have their own dynamic. And so you've got three couples, but in a family. Les petits jeunes sont donc Cassie et Mia. Ils viennent de se rencontrer et veulent déjà se marier. India's Grill on 6th Street. And can you use the tunnel? No, that's not faster. I know, but it's dark and we could fool around. Dude, tunnel. Nous trouvons ensuite la grande sœur Maddie et sa moitié Ben. Ensemble depuis 9 ans, ils ont choisi de ne pas se marier. India's Grill on 6th Street, please. Is that what we ran into? Yes. When she was still with Uh-huh. you know, part of me thinks. I could not agree with you more. Et enfin, les parents, Vicky et Joël, subissant leur quotidien après 35 ans de mariage. Le potentiel de cette série est très intéressant. Une réplique fait mouche toutes les 15 secondes et tout le monde peut se reconnaître dans les différents personnages. I think the appeal is that it has some universal themes. You've got couples in a relationship and you've got family. And that's something that everyone can understand. Everybody has to deal with their family. This show does all those things in a very funny and real way. Shauna she's so special because her comedy is really based in reality. She's brilliant. One of the reasons that I picked Sisters, I have a sister. I love that you can immediately be reduced to when you were 7 years old. Really, at the end of the day, there is such a close, incredible connection and bond between the two sisters. They really want the best for each other and are protective of each other to a fault. Better With You est donc une comédie très efficace avec des pointures de l'humour comme Deborah Jo Rupp, inoubliable mère décalée du That 70's Show, ou encore Kurt Fuller, aperçu dans Psych, qui forme un couple désopilant. Vous n'avez plus aucune raison de manquer Better With You tous les mercredis sur Happy. Virginia, le showrunner est une showrunneuse, ça se dit? Oui, absolument. Maintenant, on va dire que ça se dit. Non, donc, juste pour remettre les choses en place, showrunner, pour que notre public qui ne sait pas, showrunner, c'est quoi? C'est, on va décortiquer le mot, showrunner, ça veut dire celui qui dirige la série. Mais attention, on est en train de parler artistiquement, on est en train de parler à tous les niveaux. On ne peut pas monter plus haut. Et en général, c'est un auteur aux États-Unis qui va mener, disons, cet énorme titanesque bateau qui doit l'amener à bon port. Moi, j'ai retenu une information, Oui. c'est que c'est une femme. Il y en a beaucoup? Malheureusement, non. Malheureusement, Enfin. non. Ben oui, il a C'est quoi? raison, Ce serait un métier d'homme? Non, mais enfin. Oui, mais c'est comme dans le cinéma. Les réalisateurs aussi, le poste de pouvoir artistique, il n'y a pas tant que ça. Il y en a de plus en plus. des Voilà, femmes. c'est la bonne nouvelle. Donc, on en a dans les showrunners aussi américains. Par exemple, Friends, sitcom très connu, Martha Kaufman. CSI Miami, on a des femmes. Donc voilà, aussi des séries. Grey's qui sont Anatomy police. aussi. Grey's Anatomy, Shonda Rhimes. Et aussi, nous avons avec Meredith Stein, showrunner extrêmement connu, qui a fait Cold Case, je pense en France, ça s'appelle Cold Case, Affaires classées. Voilà, pendant 7 ans, un des gros succès des networks américains. Elles ont un petit truc en plus ou pas, les femmes? Bien sûr, toujours. Non, 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 Attends, quelle showrunner, question? bien sûr, en vrai, Question. oui. Mais oui, mais il faut pas se dire Une que parce sensibilité, que une subtilité peut-être Voilà. que les hommes n'ont pas. Ah, d'accord, Sophie. ok. Oh là là, les poncifs. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord, mais celui-là, c'est un peu facile. J'adore. Les filles Très sont bien. d'accord. Je laisse Sophie parler, voilà. La suite de nos aventures, c'est dans un instant en compagnie d'un jeune réalisateur ultra célèbre et pour cause, son nom est Daniel Auteuil. Nous irons également jazzer en compagnie de la pétillante Julie Gaillet sur le tournage de son nouveau film et nous traînerons sur les réseaux sociaux en compagnie, mesdames et messieurs, de Hugh Laurie et Courtney Cox. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Ciné, Série et compagnie, la seule émission qui se régale autant avec un bon film qu'avec une bonne série et qui se régale autant avec Virginia qu'avec Monsieur Max. It's better with you, Sophie. Toujours. Par contre, dans le feedback, il y a du bon et du mauvais, mais parfois même de très bonnes séries ont une fin. Il existe déjà des séries au destin assez compliqué et Southland en fait partie. Produite par le créateur d'Urgence, elle renaît de ses cendres. Abandonnée par NBC après une saison et demie, Southland a été racheté par la chaîne TNT. La diffusion de la 3e saison vient de s'achever avec un énorme succès critique et des audiences très respectables. Il n'en fallait pas moins pour que le jeune lieutenant Sherman enfile son uniforme pour une 4e saison. Chose inimaginable il y a encore 2 ans. Et oui, il existe aussi de belles histoires dans le monde sans pitié des séries. C'est la fin pour The Big Love. Mais rangez vos mouchoirs, c'était prévu.
I believe that one day polygamy will come back. What you have done to our husband is not fair. Big Love et sa grande et belle famille de Mormons tirent sa révérence en beauté avec sa meilleure audience de l'année. Les créateurs de la série avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de 6e saison. Au revoir donc à Bill Henrickson et à ses 3 femmes. Et pour les fans de Chloe Sevigny, pas de panique. Elle devrait revenir dans une mini-série pour HBO dans le rôle de Lizzie Borden, une fille inculpée du meurtre de son père et de sa belle-mère à la fin du 19e siècle. Tout un programme. Alors, aux États-Unis, il y a un mot très précis pour désigner le dernier épisode d'une série, c'est le final, c'est ça? C'est le final, et c'est des moments difficiles pour les fans qui adorent les séries. On le sait, quand tu as passé, quand c'est surtout une très bonne série, à peu près plus de 100 heures avec des personnages et une histoire, c'est un moment extrêmement difficile de regarder ce final. Et souvent, on est déçu. On est déçu pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'heures qu'on a vues, on est tellement émotif parce que... Oui, parce que ça se résolve tout d'un coup. Voilà, et on est triste que ça part. Donc, les finales, dans ce sens-là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de re-regarder après un certain temps et vous allez découvrir peut-être les finales que vous n'avez pas trop aimé. Là, du coup, vous allez revoir des choses et vous allez comprendre que quand même, c'est très intéressant ce qu'ils font. Maintenant aussi, pour en parler un peu dans une logique un peu plus politique et historique, qui est que les chaînes quand même ont une certaine exigence pour terminer une série. Ce que je veux dire par là, c'est que historiquement, des séries comme MASH, où il y a eu plus de 100 millions de téléspectateurs pour voir cette série, il y a eu une vraie fin. Et ben le résultat a été que les gens n'ont pas revu la série tant que ça. Ouais, c'était clos, donc les gens n'avaient plus envie de se refaire les épisodes passés. Tout à fait. Donc vous avez après une nouvelle vague qui est arrivée, comme dans Friends, où tout le monde est heureux de partir, voilà, où il n'y a pas une vraie fin. Et comme 24 heures, par exemple, dans ce cas-là, c'est même pas vraiment une fin, c'est un début pour un long métrage. Voire pour un énième retour, si par hasard Jack voulait revenir. Voilà. Est-ce qu'arrêter une série, c'est comme arrêter sa psychanalyse, on a du mal? Tu sais que très peur. Il est fort quand même. Moi, je suis là pour poser des questions. Ça va c'est même tout. plus loin que ça, parce que ça oui. Moi, je dis tout. Et en même temps, il y a eu des fins des épisodes, des fins de série absolument hallucinants. Il suffit de souvenir des Sopranos qui nous laissaient comme ça. Je ne vais pas raconter pour ceux qui l'ont pas vu. Non, je pense que celui qui n'a pas vu ne va pas commencer. Tu veux faire le... Non. Non, je n'ai pas vu. Moi, je le fais. Voilà. Non, mais voilà, et Sopranos et le showrunner, là, il a refusé d'expliquer la fin. Il a dit, c'est ça ma fin, vous en faites ce que vous voulez. Et vous, Monsieur Max, qui faites aussi un peu ce que vous voulez, qu'avez-vous à nous présenter? Oh, de la musique. Voilà, c'est parti. Alors, Virginia, écoute bien. Virginia, c'est une dédicace sonore pour toi. Oh, j'adore les dédicaces. Ah bah, je sais. Déjà? Ah bah, c'est mythique quand même. C'est quoi? Non mais attendez, vous avez reconnu? Bah alors dites-le. Vous avez reconnu quoi? Twin Peaks. Oh là là, mais enfin, mais attention, mais on va vous taper. Twin Peaks de David Lynch. C'est ça, c'est le thème de Laura Palmer. Et ben pour parler de la sortie de ce CD, Angelo Badalamenti, c'est lui qui en est le compositeur. Alors, il est compositeur, culte de David arrangeur. Lynch. Bien sûr, c'est le collaborateur favori de David Lynch. Ils ont signé ensemble Twin Peaks, ils ont signé Sailor et Lula, ils ont signé Mulholland Drive. Il a pratiquement tout signé. C'est aussi Angelo Badalamenti, un compositeur de musique traditionnelle. Il a fait cet excellent disque pour Marianne Faithfull qui s'intitulait A Secret Life. Musique traditionnelle pour Marianne Faithfull, non, mais ça n'est pas de la musique de film. Oui, remettez-le dans son contexte. Donc, c'est très sensuel. Et jusqu'à présent, ce mythique album comportait seulement 10 titres. Eh bien, grâce à ce CD, vous pourrez avoir le 11e titre qui n'avait jamais été publié. Ça s'intitule « Musique pour la télévision et le cinéma ». Et pour cause, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce CD? Notamment des compositions de Badalamenti pour l'Acteur Studio. C'est lui qui a signé le générique de l'Acteur Studio. Oui, présenté par James Lipton, présenté dans 17 pays. On en est dans 125 pays, on en est à la 17e saison. C'est énorme. Définir la musique d'Angelo Badalamenti, c'est extrêmement compliqué. Il faut forcément parler des cordes. Il y a le piano, il y a du violon, il y a aussi du violoncelle. On peut aussi convoquer l'accordéon. En définitive, la musique de Badalamenti, ça n'est que des ruptures rythmiques, ça n'est que des harmonies symphoniques. La musique de Badalamenti a quelque chose des sonorités de l'indicible. Sa musique... C'est assez hypnotique. Oui, elle nous emmène entre rêve et réalité. C'est en ça, tu as raison, qu'elle est hypnotique. Et je pense que, vous serez d'accord avec moi, Badalamenti, il est autant responsable
que David Lynch, de ce côté double fond qu'on trouve dans les œuvres de David Lynch. Voilà. Oui, et c'est juste une petite annotation. Tu me lances, tu me dis que c'est une dédicace, donc moi je donne une petite info en plus, qui est que David Lynch, quand il a composé quand il a composé une des thèmes phares de Twin Peaks, il a mis 20 minutes pour la composer. Et David Lynch a dit à la suite de cette session-là, 70% de la BO de Twin Peaks, on l'a là maintenant. J'adore. Moi aussi, j'apprends des choses. Bravo, Virginia, bravo. Monsieur Max, voyant le printemps arriver, est parti compter fleurette à la belle Julie Gaillet. Celle-ci est l'héroïne d'un film romantique. Elle incarne le personnage principal aux côtés de Raphaël Personnaz, ce charmant jeune homme révélé par Bertrand Tavernier dans La Princesse de Montpensier. C'est un espèce de danse, de tango à deux et d'écoute, et ils se regardent, ils se cherchent, puis ils s'abandonnent pour se reprendre, pour essayer autre chose beaucoup plus fort, beaucoup plus... C'est une vraie danse. J'ai envie de partir. Vous arrêtez pas de partir. Tiens, je connais même pas votre prénom. Julie. Guillaume. Ces deux personnages en pleine lumière, en plein jour, ne seraient jamais, peut-être jamais parlés, jamais abandonnés. Et cette virée nocturne, elle leur permet de se livrer sans aucun tabou et surtout de se révéler à eux-mêmes. You never thought that you'd be caught like bullet hides the hue of an eye. So baby fly. N'hésitez pas, à partir du moment où le groupe vient, que vous soyez un petit peu... toi un petit peu en avant, puis toi tu te remets en arrière. Et puis toi, au moment où tu essaies de revenir en arrière, toi tu te remets en avant. D'une certaine manière où... Une espèce de ballet. Ouais, une balançoire, quoi, tu vois. Jardin d'acclimatation. On y retourne. Vous êtes à fond les ballons. C'est très bien. Guillaume, vous êtes très sympathique, mais ça Ah, j'adore votre sourire. Tiens, vous voyez, surtout quand vous essayez de le cacher comme ça, en baissant la tête. C'est une histoire à deux ou une histoire à trois dont la nuit serait le troisième personnage? La nuit est peut-être même... voilà, ça c'est l'exemple. Voilà. C'est la nuit, les surprises de la nuit qui peuvent arriver comme ça. Et donc, vous pouvez pas mieux comme réponse, c'est la nuit. Non, c'est vraiment... La nuit a vraiment une place hyper importante avec ces créatures, la nuit. Et tout ça ajoute à l'ambiance du film, quoi. Donc Julie, tu t'es isolée, tu t'es refait une beauté. Et là, tu arrives. Donc évidemment, tu es surprise, troublée. Presque, tu t'en vas à toi-même d'être revenue. Et en même temps, tu es inexorablement attirée. Musique. Elle l'a écrit pour vous, ce rôle. Alors, quand on écrit un rôle pour une actrice, est-ce qu'on la pille? Est-ce que vous êtes senti pillée? Non, mais elle prend des choses. Et ça, c'est super troublant et en même temps très agréable. C'est-à-dire que je sais que je m'abandonne, il y a des choses que je lâche. Et elle voulait ça, d'ailleurs. Pas de maîtrise, de pouvoir lâcher des choses. D'autres qui sont plus écrites, plus travaillées. Mais... Où est la frontière? Ce personnage s'appelle Julie. Vous êtes Julie. Vous la voyez, vous, la frontière? Moi, je la vois, la frontière. Je vois Nous, on la verra ou pas? Je suis pas sûre que vous la verrez. Qu'est-ce qui est de moi? Qu'est-ce qui n'est pas de moi? Qu'est-ce qui est de Raphaël? C'est un joli jeu de pistes. Alors, si c'est un duel, qui va sortir vainqueur, Raphaël? Merci. Les deux. Encore une fois, non, je persiste et je signe. Peut-être plus moi, quand même. Je vais dire la vérité.
Tu danses, un film de Géraldine Maillet, jeune réalisatrice qui a écrit un livre aussi. Oui, alors avant de retrouver justement ce couple qui est face au désir et surtout la peur d'y succomber, ben peut-être que vous succomberez à ce livre « Il ferait quoi Tarantino à ma place ?» C'est une question que tous les jeunes réalisateurs pourraient se poser quand d'un seul coup ils sont face à une impasse. Et si j'ai pas la bonne lumière, et si j'ai pas le bon acteur, et si j'ai pas assez de jours de tournage, qu'est-ce qu'on fait? Ce livre, c'est à la fois un roman réalité et un making-of de comment réaliser son premier film. C'est une plongée assez cruelle dans le monde du 7e art. Je dis cruelle parce qu'on y croise des personnages comme des agents qui sont odieux, des comédiens qui n'ont pas toujours bonne réputation. Elle ne retient pas ses coups, mais c'est pas pour autant qu'elle est méchante, Géraldine Maillet. Donc ça serait une très jolie chronique pour essayer de prendre confiance et de se dire que faire un film, eh ben, il faut avoir de l'endurance. Voilà, Géraldine Maillet, en attendant la sortie du film. Qu'avez-vous eu envie d'aller voir au cinéma? Quels sont les films qui ont fait battre votre petit cœur ou qui, au contraire, n'ont pas trouvé grâce à vos yeux? Réponse dans le baromètre. On lui avait rien demandé et pourtant le le mielleux Plantigrade est sorti d'hibernation pour trouver, devinez quoi, une nouvelle queue à bourriquer. Mais même au 2e degré, ce sacré scénario n'a rien d'excitant, c'est dit. Madame est servie dans Mon père est femme de ménage, François Cluzet dresse son plumeau astique, les sols et surtout lustres, la 4e place du baromètre bien sûr. Un chasseur-braqueur, une galinette de la police, un serial killer à lunettes, plouf plouf, la proie n'est peut-être pas celle que l'on croit. En tout cas, vous êtes parti en cavale pour pointer en 3e position. Mais peu vous importe la position, en réalité, ce qui vous fait hurler de plaisir et de peur, c'est le charcutage de viande fraîche et boutonneuse. Ah oui! Scream 4 arrache la 2e place du baromètre. Rien de très original dans cette histoire de perroquet qui ne vole pas haut. Et pourtant, Blue vous a fait voir la vie en rose. Alors même si vous n'êtes pas allé à Rio, vous l'avez fait monter là-haut, tout en haut de notre classement de la semaine. C'est un tout jeune réalisateur qui va à présent nous rejoindre pour parler de son premier film. Un petit jeune un peu particulier puisqu'il s'agit de l'un de nos plus immenses comédiens. Mesdames et messieurs, Sa Majesté Daniel Auteuil. Vous appelez maître? Non, appelez-moi Daniel. Ça va, Daniel? Bonjour. Virginia. Bonjour, jeunes gens. Bonjour. Alors, comment ça va, Daniel Auteuil? Mais pas trop mal. Pas trop mal. Tu reconnais ces lunettes? Oui, c'était les lunettes de MR73. Il y a un petit parfum de Provence. Hein. Dès que vous êtes là, on a envie de parler avec la scène. C'est parti fort. Oh, on y va, on va se régaler. Nous sommes plaisir. Pour ceux qui l'ignoreraient, vous réinventez La fille du puisatier. Alors, je réinvente, c'est beaucoup. Je me contente de raconter La fille du puisatier, de la faire entendre aujourd'hui comme si c'était la première fois que ce texte avait été écrit. Et puis, cette histoire fait écho à ma propre histoire, pas dans des faits particuliers, mais dans l'essence même des valeurs que cette histoire raconte. Voilà. Alors, on va peut-être juste raconter l'histoire. Allez-y, Stéphane. Sophie. Alors, Patricia, c'est donc la fille du puisatier, incarnée par Astrid Bergès-Frisbey, va céder aux avances de Jacques, un bel aviateur incarné à l'écran. Ils vont coucher. Par Nicolas Duvauchel, c'est ça. Ils vont coucher tout de suite, la poésie s'envole. Le jeune homme est envoyé au front et ignore qu'un enfant est né de cette liaison passagère. Quant au père de Patricia, un puisatier bon comme du bon pain, mais qui a sa fierté, il va d'abord voir rouge avant d'accueillir à bras ouverts l'enfant illégitime. Bande annonce. J'ai rencontré une jeune fille. C'est la fille d'un puisatier. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voudrais que toi tu ailles à ce rendez-vous. Que tu lui dises que je suis parti brusquement parce que j'en ai reçu l'ordre ce soir. Tu verras. Alors, il t'a demandé? Je lui ai dit non. Ça te regarde. Tu attends peut-être un prince, mais des princes, il n'y en a plus. Attention la famille! Attention Felipe! Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose de grave. Voilà une fille un peu trop jolie qui tient ses yeux un peu trop baissés. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Les filles, Pascal, les hommes et surtout leurs pères n'y comprennent jamais rien. Vous avez refusé la fille et l'enfant. Vous n'avez pas eu raison. Maintenant, cet enfant, ce sera un enfant sans nom. Ma fille, maintenant, c'est la fille perdue. Et même, elle est perdue pour moi.
Vous avez la larme à l'œil. Oui, mais je sais, et pourtant ça fait 3 ans que je fais cette histoire et chaque fois je suis touché. Pareil, tout pareil. Ouais. Alors, on aurait évidemment reconnu Cadmerade, Sabine Azéma et Jean-Pierre Daroussin. Le film sort le 20 avril. C'est une petite merveille. Il n'y a absolument pas de côté désuet. Moi, j'avais peur, et effectivement, à partir du moment où l'histoire se passe pendant la guerre et tout, voilà, est-ce qu'il y a un côté un petit peu nostalgique à l'ancienne? Ouais. Et pas du tout. Il n'y a pas de nostalgie, c'est surtout pas passéiste. Je porte un regard sur une époque, mais l'histoire est éternelle, me semble-t-il, et intemporelle. Si vous voulez, c'est tout d'un coup l'honneur d'une famille, mais au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire que pour un père, voilà, on insulte sa fille je vais vous aider. Parce que moi, tout le paradoxe, c'est que c'est un personnage merveilleux. Moi, je pense que c'est un de vos plus beaux rôles. Et en même temps, c'est, j'imagine, celui où peut-être vous êtes pas le moins investi, mais vous êtes peut-être le moins regardé, puisqu'il fallait que vous dirigiez un film. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je m'étais dit que s'il y a un acteur qui ne devait pas m'emmerder, ça devait être bien moi. Et je pouvais me concentrer sur les... Et c'est vrai que je passais devant la caméra comme sans coquetterie, c'était comme ça, comme devant un photomaton. Et je faisais une prise, vaguement 2, et puis je passais à autre chose, c'est vrai. Mais j'étais habité par le truc, j'ai travaillé beaucoup pendant... Voilà, c'est quand même un truc, une histoire qui ça m'a pris 3 ans quand même. Pour rebondir par rapport à ce que dit Sophie, c'est votre plus beau rôle et c'est probablement votre rôle qui vous ressemble le plus. Et ce film, il a la violence et la pudeur. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est quelque chose qui vous ressemble ? La pudeur, oui. Parfois, je me lâche, mais j'essaye de me tenir. Et la rigueur. J'ai tenu à ce que le film soit rigoureux, de façon à ce que l'on puisse se laisser aller à raconter la force des sentiments de Marcel Pagnol, tout en restant digne. Alors, il y a une très belle, je trouve... vision de la jeunesse dans ce film. Alors, le petit jeune que vous êtes, cher Daniel Auteuil, est-ce que vous êtes sensible à tout ce qui se passe sur Internet? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Sur les non, pas sur les sociaux. Non, on peut pas aller chatter avec vous sur Facebook. Alors Facebook. Si j'ai fait, parce que on m'a fait parler. Je suis allé parler dans des je sais pas quoi. Site web. Des chats. J'ai parlé avec des gens. J'ai chatté avec des humains. On a parlé. Bon, pas de profil Facebook, Virginia, je compte sur vous pour en avoir un, mais il y a des stars qui tweetent sur Internet. Aujourd'hui, par exemple, Hugh Laurie, Mr. Dr House, ou Courtney Cox. Courtney Cox est une femme très occupée. Elle vient de terminer le tournage de la saison 2 de Cougar Town et elle fait la promo de teen movie Scream 4. Mais la star de Friends peut aussi avoir des pensées plus profondes sur Twitter. Petit exemple. Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait plus de guerre, juste un grand nombre de pays jaloux qui ne se parleraient plus. Pas faux. Twitter ne fait pas l'unanimité auprès des stars. Hugh Laurie, encore lui, n'est pas un grand fan de ce moyen de communication. Oh, bien sûr, il a un compte, comme tout Hollywood, mais il aimerait que ses amis soient plus inventifs et créatifs dans leurs tweets. Il a ainsi déclaré « Quand je lis les tweets de mes potes, je vois la banalité de tous les côtés. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de la chose. » Twitter ne peut pas plaire à tout le monde. Daniel Auteuil, qu'est-ce que ça a changé en vous de passer derrière la caméra, ou qu'est-ce que vous avez appris de vous? Ça m'a révélé des trucs. Je pensais pas que j'étais aussi déterminé. Je savais pas que j'allais devenir autant obsessionnel. Et puis j'ai appris à trancher, à trancher sans culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut... Et le truc d'un film, c'est que il faut avoir un point de vue, s'y tenir et ne jamais rien lâcher, parce que si on lâche un truc par jour, on est perdu. Et que j'ai appris le seul truc, que ce film que j'ai fait avec sincérité est un film qui me ressemble. C'est tout. Voilà. Vous êtes content d'avoir attendu, finalement, pour passer derrière la caméra? Je suis lent, enfin, je suis très lent et j'avais pas le choix, mais j'ai pas le sentiment d'avoir attendu. Je me sens si jeune. Vous l'êtes, Daniel. Merci. Regardez, je suis toute rougissante. Vous aviez une définition, je pense, de ce qu'est un réalisateur en tant qu'acteur. Est-ce que cette définition, maintenant que vous êtes passé derrière la caméra, a changé? Est-ce que j'avais une définition? Ben justement, je vous la demande. Je suis pas sûr. Oui, si, j'en ai une.
Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a un point de vue sur une histoire, et un directeur d'acteur, c'est celui qui sait choisir les acteurs. Parce que 80% du travail est fait quand on choisit bien ses acteurs. Vous avez toujours été bien choisi, vous? J'ai l'impression. Oui, pour parler de la suite, vous vous apprêtez à signer donc une vraie trilogie au espagnol. Si ce film rencontre un peu de public, oui, parce que si ça intéresse personne, c'est pas la peine. Mais j'ai envie, oui, de continuer à me balader avec Pagnol, ouais, avec Marius, Fanny et César, ouais. Vous m'avez posé une question derrière? Non, j'ai complété la trilogie. Parce que des fois, je ne sais pas si vous parlez doucement, si vous parlez mais ce que j'avais envie de susurrer à votre oreille aujourd'hui, Daniel Auteuil. L'homme qui susurrait. Voilà, la fille qui susurrait à l'oreille de Daniel Auteuil. Merci beaucoup, cher Daniel. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et on peut le dire, je crois qu'on a eu un coup de cœur unanime pour La fille du puisatier. Donc, allez le voir. Changer d'air au cinéma. Le film sort le 20 avril. Ciné, série et compagnie, c'est tout, ou presque, pour aujourd'hui. Si vous voulez réagir, poser des questions à nos invités, eh bien, il y a la page Facebook de l'émission pour ça. Vous pouvez également venir dans le public, regardez le petit numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Revoir cette émission, c'est possible, le samedi à 18h50, le dimanche à 12h30, quand vous le voulez, sur le site orangecinémaserie.fr. Nous, on se retrouvera vendredi prochain à partir de 22h15 pour tout savoir sur le meilleur du cinéma et des séries. Au programme et dans le désordre, Yolande Moreau, la série brésilienne Filhos do Carnaval, et un retour sur l'un des plus jolis succès français de l'année, Le Nom des gens, qui sort en DVD. Salut. Jean-Pierre Mocky, mon fils, je suis le père Cuchera, envoyé par l'église Sainte-Rita, patronne des causes perdues. On me dit que vous veniez de sortir 3 nouveaux films. Est-ce vrai, Jean-Pierre? La gloire du Christ. De toute façon, Jean-Pierre, la mystique t'a toujours accompagné. Oui. Tu as commencé ta carrière en pillant les églises. Dieu t'a accordé la reconnaissance. Ouais. Tu te prenais pour un poney. Dieu a fait de toi un étalon, n'est-il pas? Oui, oui. Et dans tes moments de doute, Jean-Pierre, bien avant l'arrivée de Claude Guéant, quand tu t'interrogeais pour savoir s'il y avait encore un Français dans la salle, Dieu t'a entendu et a fait de toi un miraculé. Et j'ai pas fini, hein. Si je vis jusqu'à 100 ans, j'arriverai à 100 films. Ah, il m'en manque pas beaucoup. Tu es protégé par là-haut, Jean-Pierre. En tous les cas... Par le diable. Non, non, le diable est loin de ton cinéma, Jean-Pierre. J'espère te voir très prochainement à Confesse, Jean-Pierre. J'espère pas au ciel, mais... Non, non, je reviendrai te voir. Hein? Je te canonise. Deo gracias. Et puis alors, pas de pédophilie, hein, tranquille. Hein. Non, non, non. Nous avons changé, Jean-Pierre. Nous avons l'humour pour nous. Merci.